tous et bienvenue sur i24 News. C'est votre émission best-of de la semaine. Nos plus belles images, nos meilleures enquêtes, c'est pour vous. Et c'est maintenant, alors surtout, restez avec nous. Les femmes sportives de haut niveau, il y en a beaucoup. Elles n'ont pas à rougir de leur performance face à leurs homologues masculins, mais ceux qui les entraînent, ce sont souvent des hommes. Les femmes coachs ne sont pas nombreuses, pareil pour les présidents de club ou bien les agents. Les femmes ont encore du mal à s'imposer à ce genre de poste, même si quelques exceptions nous montrent que le changement est bien en marche. Regardez le reportage de Lise Barenbaum. Elles sont footballeuses, joueuses de tennis, basketteuses ou même boxeuses. Mais elles sont rarement entraîneuses, agents ou présidentes de clubs sportifs. Rares sont les femmes qui réussissent à devenir coach ou dirigeantes. Sur les 12 équipes du championnat féminin de foot en France, seules 3, Montpellier, Juvisy et Sochaux, sont entraînées par des femmes. Au club de football de Juvisy, en région parisienne, l'entraîneuse Sandrine Mativet dénonce la discrimination à l'égard des femmes qui veulent passer le diplôme d'entraîneur. Mais elle continue à exercer sa profession avec passion. Pour Juvisy, une première d'aller en demi-finale, puisqu'il y a 2 ans, on s'était arrêté en quart de finale. Il est souvent difficile de concilier vie de famille et compétition. Conséquence, les femmes finissent souvent par sacrifier leur vocation sportive. Le poste d'entraîneur est donc le dernier bastion de la masculinité. Mais il commence lui aussi à se fissurer. Au Pérou, Nelfi Ibanez Guerra dirige une équipe de seconde division et son professionnalisme ne fait aucun doute. C'est bien d'avoir un entraîneur qui a étudié en Espagne. Elle a fait ses études à Barcelone. Elle est en train d'appliquer son expérience ici. Tout ce qu'elle a apporté à l'équipe est très enrichissant. Son seul regret, être encore une exception dans le milieu des coachs sportifs. Je suis bien la seule, mais j'aimerais avoir d'autres collègues femmes dans le football. Je ne sais pas si je suis courageuse, les choses se sont faites de façon très naturelle. J'ai visité plusieurs pays et je crois bien être la seule à entraîner une équipe de football masculin. En revanche, il y a des femmes entraîneurs dans l'équipe de football féminin en Allemagne, aux États-Unis ou au Japon. Et elle n'est pas la seule à se frayer un chemin parmi les hommes. Pia Sundhage a entraîné la sélection féminine américaine et coach maintenant l'équipe de Suède. Plusieurs grands clubs européens sont aussi dirigés par des femmes. Margarita, veuve de Robert Louis Dreyfus, a repris les rênes de l'OM. C'est grâce à elle que Didier Deschamps est venu entraîner les Phocéens en 2009. Idem pour Karen Brady. À seulement 43 ans, la vice-présidente du club anglais de West Ham n'a pas froid aux yeux. En Italie, c'est la fille de Silvio Berlusconi, Barbara, qui a hérité d'un poste stratégique au Milan AC à seulement 28 ans. Toutes ces femmes de tête en inspirent d'autres. En Arabie Saoudite, Lina Al-Malina a fondé un club de basketball féminin. Une véritable académie qui dispute des rencontres à travers le monde entier. Alors pour en parler avec moi sur ce plateau, Elinor Lalo, Lise Barenbaum, bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors Elinor Lalo, comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus d'entraîneurs femmes ? Écoutez, les femmes ont tout à fait l'expérience pour entraîner en Ligue 2 ou même en Ligue 1. Elles ont les capacités et les connaissances. En revanche, elles ont souvent l'idée que le sport est quelque chose à mettre en second après un travail et après une vie de famille, mais elles sont clairement mais réellement, ce serait possible en fait de voir des femmes entraîneurs. Ça serait possible. Il y en a même quelques-unes. C'est très très rare, comme le disait Lise dans le sujet. Mais effectivement, il y a toujours cette idée de virilité évoquée dans le sujet, de machisme, faut dire s'il en est. Peu de présidents de clubs font confiance aux femmes. Une femme dans les vestiaires, ça fait peur, ça peut même faire peur aux supporters. Puis je vous rappelle l'incident il y a quelques semaines, Laurent Blanc qui avait même parlé à une journaliste en lui disant qu'elle ne s'y connaissait pas très bien. Pour le coup, là, nous sommes 3 femmes à parler de sport, donc c'est plutôt bon signe. Donc vous voyez comme quoi il y a des choses qui changent. Alors justement, Lise Barenbaum, ça dépend des pays. Il y a des pays qui sont bien plus avancés. Hein. Oui, alors comme d'habitude, c'est les anglo-saxons qui sont plutôt en avance. Et les pays nordiques, au Canada notamment, la sélection féminine a été entraînée pendant 2 ans par une ancienne joueuse italienne, Carolina Moras, qui a eu une énorme carrière. Elle a entraîné les Italiennes, elle a entraîné l'équipe féminine de la Lazio de Rome. Et c'est la première à avoir entraîné une équipe masculine, l'ASC Viterbo en Italie. Mais elle n'a pas très bien réussi la Coupe du Monde en 2011, donc depuis elle a été limogée, elle est commentatrice sportive aujourd'hui. Alors justement en France, on en est où par rapport aux femmes entraîneurs ? On a très bien connu Elisabeth Loisel, qui était l'entraîneur de l'équipe de France féminine, elle est partie après en Chine et puis elle n'a plus jamais retrouvé de poste. Où est-ce qu'on en est alors ?
En France, on n'est pas très avancé. Sur 12 équipes féminines en Ligue 1, on a seulement 3 entraîneuses femmes. Donc, c'est pas énorme. Il y en a très peu qui se présentent au diplôme d'entraîneuse de football. Elles sont pas souvent reçues, d'ailleurs. Et comme vous le disiez, il n'y a que Elisabeth Laudel qui est vraiment la figure de proue des entraîneuses en France, puisqu'elle a entraîné de 97 à 2007 l'équipe de France des femmes. Alors, il y a des initiatives quand même pour changer les choses? Oui, on a une secrétaire générale de la FFF, Brigitte Henriquez, qui fait beaucoup de choses. Elle a créé la Semaine du foot féminin. C'est une espèce de journée porte ouverte dans tous les clubs pour les jeunes filles. Et on enregistre beaucoup plus de femmes aujourd'hui qui s'inscrivent en tant que joueuses, en tant qu'entraîneuses à la fédération. Donc, depuis 2011 notamment. Donc, c'est plutôt pas mal. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des entraîneurs, mais pour les joueuses de football aussi, elles n'ont pas encore un statut de professionnel. C'est très difficile puisqu'on a déjà parlé de ces vies de joueuses de football professionnelles qui doivent justement, comme le disait tout à l'heure Elinor, avoir une vie de famille, une vie de femme et puis aussi une vie de joueuse professionnelle. C'est pas évident, c'est quand même beaucoup moins facile pour une femme que pour un homme. Et puis il faut dire aussi qu'elles sont moins payées. Quand elles sont joueuses professionnelles, elles peuvent moins bien vivre de ça que les hommes. Donc, Merci beaucoup. Il n'a que 26 ans et c'est déjà le meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone. Léo Messi est une vraie légende. Il a un palmarès absolument impressionnant. Mais malgré ses 4 ballons d'or, il a un objectif en tête cette année, aider son pays, l'Argentine, à remporter la Coupe du Monde. Une belle ambition pour ce petit prodige. Regardez le reportage de Ribam. Il fait partie de ceux qui ont tout gagné et qui battent tous les records. Léo Messi a quasiment remporté toutes les compétitions de football qui existent et pourtant, ce génie du ballon rond est insatiable. Ce week-end, il a marqué un triplé avec le Barça contre Osasuna. Une performance qui n'a rien d'inhabituel pour l'Argentin. Son second but, néanmoins, a une saveur particulière puisqu'il lui permet de devenir le meilleur buteur de l'histoire de son équipe. Avec 371 réalisations, toutes compétitions confondues, il dépasse le précédent record de Paulinho Alcantara, qui lui s'est arrêté à 269 unités. L'ancien Pichichi du Barça détenait ce record depuis 87 ans. Pour ce joueur d'à peine 26 ans, c'est une véritable prouesse. Et Messi n'a mis que 10 saisons pour atteindre ce niveau. Une performance de plus sur la liste de ses accomplissements qui s'allonge d'année en année. Il totalise déjà 6 titres de champion d'Espagne, 3 Ligues des Champions, 4 ballons d'or. Messi a presque tout raflé. Depuis son retour de convalescence en janvier dernier, Messi a marqué 14 buts. Cristiano Ronaldo. Cette année, seul un prix lui a échappé. Le Ballon d'Or 2013 qui est allé à son plus grand rival, le joueur du Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Pour le moment, la superstar portugaise signe à nouveau une meilleure saison que Messi. Avec 25 buts marqués en Liga, il mène son équipe vers les sommets du championnat espagnol. Mais à l'image de Ronaldo, Messi a un autre objectif cette année. Il veut offrir à sa sélection nationale le titre de champion du monde. La compétition reine du football commence dans moins de 3 mois. L'occasion pour Messi de compléter son CV avec ce dernier titre manquant. Une victoire de l'Argentine sur le sol brésilien au mondial marquerait l'histoire du football à jamais. Pour le moment, Messi a 3 épreuves à traverser avec le FC Barcelone. Vaincre le Real et l'Atlético Madrid au sein d'un championnat espagnol plus compétitif que jamais, mais aussi affronter le même Real Madrid en finale de la Copa del Rey et surtout s'imposer en Ligue des Champions après 3 ans de déception. Quoi qu'il en soit, Léo Messi a battu un record exceptionnel. La légende Messi est en marche et ne risque pas de s'arrêter de sitôt. La haute technologie est sur le point de révolutionner le sport. Partout dans le monde, les scientifiques se mobilisent pour filmer avec plus de précision les rencontres sportives. Un changement qui permettra d'éviter, en tous les cas on l'espère, les erreurs d'arbitrage. Mais jusqu'où doit-on pousser la robotisation du sport? Progrès scientifique ou bien des mesures technologiques? Lise Barenbaum essaye de nous donner les réponses. Hollywood n'a qu'à bien se tenir. Aujourd'hui, c'est le sport qui utilise les technologies vidéo les plus avancées. Ralenti, vue tournante sur 360 degrés, bientôt des scènes dignes de Matrix mettront en scène tennismen et footballeurs grâce à la technologie 3D. La chaîne Tennis TV s'est déjà payé les services de la société israélienne Replay Technologies pour habiller les retransmissions des Masters BNP Paribas d'Indian Wells. Et ce n'est pas sa première mission. Replay s'est déjà occupé de golf pour le PGA Tour, les NBA All-Star Games et la saison 2013 des New York Yankees de baseball.
Des nouvelles prises de vue révolutionnaires qui permettent de scruter les gestes d'un sportif sous tous les angles. L'athlète est filmé par 12 caméras fixes, le double pour les joueurs de football américains. Une nouveauté qui permet aux téléspectateurs de rentrer dans l'image elle-même. Mais cette inflation vertigineuse du nombre d'images ne doit pas noyer le spectateur. Trop d'images tue l'image. D'autres techniques sont utilisées pour améliorer les retransmissions sportives. Au salon CES International de Las Vegas, les drones et les lunettes interactives s'exhibent pour le plaisir des visiteurs. Regardez comme ils sont petits, ils rapetissent de plus en plus et j'imagine qu'ils sont très efficaces. La société américaine GoPro se concentre sur les mouvements des sportifs. Des caméras minuscules fixées sur les casques permettent de suivre les actions du point de vue des sportifs. Félix Baumgartner a l'habitude de les utiliser pour immortaliser ces sauts stratosphériques. Certaines circonstances de l'accident de ski de Michael Schumacher ont même pu être expliquées grâce au film enregistré par la caméra qu'il avait fixée sur son casque. Chez Google, les scientifiques ont développé des lunettes, les Google Glass. Dotées d'une caméra et d'un micro intégrés, elles permettent d'observer en réalité augmentée. Oh man, really? Mais plusieurs problèmes émergent. Ces objets pourraient gêner les sportifs pendant l'effort. D'autres pistes sont donc explorées. En NBA, ce sont parfois les pom-pom girls qui portent les Google Glass pour filmer les basketteurs. Les entraîneurs et les arbitres devraient aussi bénéficier de ces progrès technologiques. Cette nouvelle imagerie permet d'observer très précisément les fautes des sportifs. Cela ne change pas la nature du sport, nous ne changeons pas les règles, c'est juste la confirmation si le ballon a franchi la ligne ou non. Cela peut stopper les disputes, les joueurs criant à l'arbitre qu'il y avait bien but. Cela ne ralentit pas le jeu puisque ça fonctionne en moins d'une seconde. Pour Jérôme Valk, secrétaire général de la FIFA, ces technologies constituent une avancée indéniable pour l'arbitrage. S'il ne se sent pas à l'aise avec ce système d'arbitrage et si, après avoir effectué les tests 90 minutes avant le match, il a toujours un doute que les techniciens sur place ne peuvent pas dissiper, et vous pouvez imaginer qu'il y en aura beaucoup pour une finale de Coupe du Monde, alors il est libre de dire « Désolé les gars, je ne crois pas pouvoir faire confiance à ce système ». Même en sport, on n'arrête pas le progrès. Alors Lise Barenbaum, vous venez de le dire dans le reportage, même en sport, on n'arrête pas le progrès. À quoi va ressembler le sport de demain ? Alors on a un cabinet de prospective, Futurizon, qui a publié une étude récemment et ils ont dénombré pas moins de 30 innovations d'ici à 2060. Alors on a des choses complètement farfelues et des choses assez réalistes. En tout cas, d'ici le mondial 2018 en Russie, on devrait avoir pas mal de petits gadgets, notamment sur les casquettes, on aura des écrans intégrés. On devrait avoir aussi des drapeaux électroniques, donc ça va faire fureur, ça c'est sûr. En 2025, on devrait même avoir des capteurs intégrés sur les ballons et des accéléromètres dans les crampons des joueurs, tout ça pour voir si le ballon est sorti, voir s'il n'y a pas eu d'erreur. Donc voilà, et d'ici 2040 et 2060, alors là on part dans des délires complets, on devrait avoir des robots qui jouent à la place des footballeurs, et en 2060, les supporters pourront même contrôler à distance des androïdes qui joueront sur les terrains. Écoutez, moi je suis en train de vous écouter, mais moi je suis une amoureuse de football. Ça va changer complètement la physionomie des matchs, ça. Alors, a priori, pas tant que ça. Ce qui va changer, c'est qu'on va voir les erreurs. Et ça, c'est quand même une grande avancée dans le sport. Ça va éviter plein de choses. Mais le déroulé des matchs, les durées, les mi-temps, tout ça, ça ne va pas changer. Les règles ne vont pas changer. Donc, a priori, le sport ne va pas être tant révolutionné que ça par ces nouvelles technologies. Alors, Elinor Lalo, ça nous rappelle un débat, celui de la vidéo arbitrage. Il y en a eu des combats entre le président de la Ligue de football professionnel et Michel Platini. Là, je crois que tout le monde va être d'accord maintenant. Écoutez, la vidéo d'arbitrage, je dirais que c'est toujours au cœur des débats. On en parle tout le temps dès qu'il y a une erreur, qui s'est avérée que le but n'était pas valide. En tout cas, on en parle beaucoup. Et la raison pour laquelle la FIFA refuse toujours ce procédé, c'est toujours au nom de l'universalité du football. En bref, si une grande équipe, par exemple en France, de Ligue 1, a la vidéo d'arbitrage, la Ligue 2 et les amateurs, les équipes d'amateurs doivent aussi l'avoir par définition. Sauf oui, que mais par exemple, sur la Coupe du Monde, on a vu quand même des buts qui avaient été validés, par exemple des buts de la main. On se rappelle de celui de Bernard Lacombe, notamment, qui a été validé. Et puis, on savait très bien que c'était un but de la main. Donc, ce genre de choses-là, la vidéo-arbitrage, ça pourra quand même, une fois pour toutes, statuer pour de bon. Et il n'y aura plus, en coulisses, d'histoire, et comme on en a vu jusqu'à maintenant. Alors justement, il y a évidemment les gens pour et les gens contre. Il y a toujours cette idée de moyens techniques pour les
les équipes. Il y a cette idée de, vous venez de l'évoquer, le foot c'est un sport fluide, ça ne s'arrête pas, c'est des actions sur actions. Une vidéo d'arbitrage, ça pourrait ralentir, hacher le jeu, et ça déplaît beaucoup. C'est ce que disent les détracteurs, oui, c'est vrai. C'est ce que disent les détracteurs. En attendant, il y a des matchs, vous venez de le dire, des finales de Coupe du Monde, des finales de Ligue des Champions, avec des erreurs pareilles. Justement, lesquelles, par exemple? Parlons, vous venez de parler de la main, de la jambe, mais des mains, il y en a beaucoup. Commençons par la plus importante, la main de Dieu de Maradona en 86, quart de finale de la Coupe du Monde au Mexique face à l'Angleterre. À l'Angleterre. La main la plus importante. On parle de celle de Thierry Henry en qualification de la Coupe du Monde 2010 pour aller en Afrique du Sud. Ils ont décroché leur billet grâce à cette main, mais ils sont rentrés très très vite. On se rappelle de ce qui s'est passé à Naïsna. Il y a également une autre main, c'était en 90, la main de Vata en demi-finale de la Coupe des Champions, qui est devenue la Ligue des Champions aujourd'hui. Lisbonne est limite l'Olympique de Marseille. Bon, c'est vrai. Il y a énormément de... Bon, on espère en tous les cas que ce genre de nouvelles technologies éviteront ce genre de problèmes et ce genre d'erreurs d'arbitrage. Merci à vous, mesdames, d'avoir été avec moi aujourd'hui sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Quel plaisir d'avoir partagé ce moment en votre compagnie. On se retrouve dès dimanche pour Sport Week-end. En attendant, portez-vous bien.